Bonjour, merci à tous et à toutes d'être ici. Le plaisir était vraiment partagé dans la préparation de l'événement. Je suis très contente qu'on soit finalement arrivé à la première journée. Donc, moi, c'est Anaïs Ansaldo et j'ai le grand plaisir d'introduire Francis Eustache. Francis Eustache, directeur d'études à l'École pratique de haute études de Paris et chercheur à l'unité 1077 de l'INSERM à l'Université de Caen, Normandie. Neuropsychologue de formation, Francis Eustache utilise des approches cognitivistes et de neuroimagerie fonctionnelle pour étudier la mémoire et ses troubles. Plus récemment, depuis une quinzaine d'années déjà, il développe un axe de recherche portant sur les interactions entre mémoire individuelle et mémoire collective. Dans ce cadre, il co-dirige avec l'historien Denis Peschanka le programme de recherche 13 novembre sur les mémoires des attentats de 2015 à Paris. Dans un autre programme portant sur la mémoire des civils ayant vécu la bataille de Normandie, il vise à comprendre l'impact de ces souvenirs sur la mémoire et l'identité de ces personnes qui sont maintenant âgées de 90 à 104 ans. Francis Eustache est membre de l'Académie nationale de médecine, auteur de plus de 400 publications dans des revues scientifiques et des livres à destination des étudiants ou du grand public. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'inviter à présenter sa conférence intitulée Trauma et résilience révisitée à la lumière des mémoires collectives. Cher Francis, à toi la parole. Le micro est correct pour toi. Merci, merci Anna-Inès. Vous m'entendez bien? Merci, merci Ouri, merci Philippe, mesdames et messieurs les responsables des institutions, chers collègues. Bon, c'est un plaisir, c'est un privilège que je savoure d'être avec vous aujourd'hui. Mais je ne vais pas en rester là. Je vais vous parler un petit peu de science. J'avais donné il y a quelques mois un titre assez général que je maintiens, avec des mots-clés qui s'adaptent, je pense, bien à la problématique du vieillissement, même des mots qui se sont invités relativement récemment, comme le terme de résilience. Mais je voulais garder un petit peu de temps pour un contenu plus précis. J'ai beaucoup réfléchi à ce contenu, alors, qui est en accord tout à fait avec ce que vient de présenter Anna-Inès. Alors, c'est vrai que quand on fait de la recherche, on réfléchit beaucoup, hein, on travaille, on a des fois un peu le nez dans le guidon, mais on réfléchit, on cherche de nouveaux terrains, de nouvelles techniques, de nouveaux modèles. Et parfois, parfois, je parle pour moi, on ne voit pas, un petit peu comme la lettre volée d'Edgar Poe, on ne voit pas ce qu'on a devant les yeux, parce que ce qu'on a devant les yeux, on l'a toujours perçu d'une certaine façon, ou on nous a invités à le percevoir d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas comment vous représentez Caen, si vous êtes allé à Caen, si vous êtes allé en Normandie. Bon, quand on pense, pour les chercheurs en neuroimagerie, on pense à Cicéron, qui est un des premiers centres de recherche en imagerie, qui date du début des années 1980. En même temps que Montréal, on avait beaucoup d'échanges d'emblée avec Montréal, donc cette grande plateforme d'imagerie. L'université de Caen, qui est une très vieille université, qui date du XVe siècle. Le musée mémorial de Caen revient souvent aussi quand on parle de Caen, le musée pour la paix, le musée de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on pense aussi à cette ville reconstruite. Et cette ville, la photo d'ici, là, elle est prise du château de Guillaume le Conquérant. C'est l'an 1000. Donc, c'est tout ça. Et en fait, je vais vous parler beaucoup de cette histoire-là et du lien avec la mémoire des personnes qui connaissent peu ou prou Caen. Je rentrerai dans les détails un petit peu plus loin. Alors, comme l'a dit Anna Ignès, il y a 12-15 ans, pour des raisons diverses, il y a des raisons théoriques, il y a le tournant social en neuropsychologie, en neurosciences, et puis il y a des rencontres, notamment Denis Péchanski, qui est historien.
j'ai commencé avec un certain nombre de collègues à travailler sur un terrain un peu nouveau, qui était ce lien entre mémoire individuelle et mémoire collective. Alors, sur un plan théorique, mais très vite, on est passé à des recherches qui associaient, alors, la mémoire collective, c'était autour de la Deuxième Guerre mondiale déjà. On est parti de données qui sont déposées à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et qui portaient sur des corpus assez considérables de journaux télévisés qui sont déposés légalement à l'INA. Vous voyez, ce sont des big data, et c'est des données qui sont retranscrites de tous ces reportages sur la Deuxième Guerre mondiale. On en a fait en fait une sorte d'essence de la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale, et on les a rapprochés d'une salle expérimentale construite pour cela dans le musée mémorial de Caen, qui était visitée donc, par nos participants et qui, après avoir visité cette salle, venait à Cicéron et on faisait des examens d'imagerie cérébrale. Alors, je n'ai pas développé ce travail parce qu'il faudrait presque une demi-heure pour le développer, c'est un travail assez complexe. Je vous renvoie à la publication. Donc, dans Nature Human Behavior, on était très, très fiers de ce papier. Vous voyez, qui résume un petit peu ce qu'on a fait, hein, le chemin en partant de cette essence de la mémoire collective via l'INA, cette salle 1942, guerre mondiale, guerre totale, dans le musée mémorial de Caen, avec la visualisation d'images et de légendes qui étaient plus ou moins teintées de mémoire collective, et puis enfin, ce travail d'imagerie cérébrale avec une tâche d'activation en mémoire qui portait sur ce type de corpus. Oui, ça va. Vous m'entendez quand même? Je peux forcer un peu la voix. Qui portait sur ce type de corpus et qui a montré un résultat assez surprenant. Et c'est le titre de l'article que je lis toujours avec un petit sourire. Vous voyez, les mémoires collectives qui façonnent l'organisation des mémoires individuelles dans une région du cortex. Et c'est presque volontairement très localisationniste. Et pourtant, ça a changé les choses. C'est un papier, en tout cas pour moi, je ne sais pas si ça a été pour tous les chercheurs, ce serait peut-être audacieux de dire ça, mais ça a changé les choses et ça nous a conduit à construire des paradigmes complètement différents, certes toujours très expérimentaux, mais qui adoptaient, disons, le point de vue des sciences sociales, dans le sens où on ne peut pas étudier la mémoire sans prendre en compte la dimension du social. Alors, c'est par ce truchement de cette étude qu'on a mis en place, toujours avec Denis Péchanski puis un certain nombre d'autres collègues, le programme de recherche 13 novembre. Alors là aussi, j'aurais pu développer très longuement hein, ce programme. Je vous renvoie aux principaux papiers et au site Mémoire 13 novembre. Vous trouvez beaucoup d'informations. Bon, pour moi, c'est un projet qui nous a mobilisés énormément depuis la fin 2015, hein, ça porte évidemment sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et sa proche banlieue. C'est un programme qui a démarré très vite après. J'en profite pour remercier publiquement Yves, qui nous avait fait une très belle lettre à ce moment, parce qu'on avait besoin de soutien du monde entier pour obtenir des fonds, parce que comme tu le dis, il faut des fonds pour faire de la recherche. Bon, c'est un programme, on a commencé tout doucement, et c'est maintenant un programme qui compte plusieurs dizaines, plus de 10 millions d'euros donc pour faire avancer une dizaine d'études en parallèle. Alors, je n'ai pas trop développé cela, juste vous dire qu'il y a eu aussi en parallèle une réflexion théorique sur ces relations, parce que ce sont des mots, mémoire individuelle, mémoire collective, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a cette grande mémoire sociale, culturelle, bon, dans un pays ou même dans un ensemble de pays. Tout à l'heure, tu parlais de l'Europe, la relation avec le Canada, etc. Bon, il y a ces strates-là, il y a la mémoire qui est au fond de moi, hein. Et puis entre les deux, il y a toutes sortes de mémoires. Et quand on arrive ici, on voit tous ces liens d'amitié, de scientifiques. Ça aussi, c'est des types de mémoires, c'est des mémoires intermédiaires qui sont essentielles, des mémoires communicatives, associatives, collaboratives. Et c'est tout ça qui construit la mémoire de chacun d'entre nous. Alors, bon, il y a eu cette réflexion théorique et puis ce programme qui est un peu emblématique de ce type de travail. Alors, on peut le résumer très simplement sur un plan théorique. Ça, c'est ce matin quand je me suis réveillé après un petit peu de décalage horaire. Vous voyez, je suis tout seul avec mon café. Et alors, évidemment, ça marche mieux quand on a vécu un événement historique, hein, quand on parle d'un événement historique.
Et cet événement historique, on l'a vécu, on a été confronté à cet événement, mais on en a parlé avec d'autres. Et ce sont beaucoup ces échanges avec les autres qui ont façonné ma mémoire. Et puis, il y a aussi toutes les différentes strates des mémoires culturelles, sociales, qui vont façonner cet événement collectif et sa place dans ma mémoire. En fait, le programme 13 novembre, c'est ce petit schéma très simple qui est décliné de différentes façons. Alors, avec des petites subtilités, une des études un petit peu qui est au cœur du sujet, c'est l'étude 1000, 1000 pour 1000 personnes. C'est-à-dire que dans cette étude 1000, on ne va pas s'intéresser uniquement aux personnes qui étaient présentes au Bataclan, sur les terrasses ou aux abords du Stade de France, mais on va s'intéresser à des personnes qui étaient plus loin, qui vont marquer la mémoire collective parce qu'elles étaient dans la région parisienne, parce qu'elles connaissent un tel qui était sur les terrasses ou au Bataclan, et puis on va s'éloigner comme ça dans différentes villes de France, parce qu'on a restreint à la France. Ça, je pense que c'était une bonne idée. Et en même temps, donc, pour se rapprocher de vos préoccupations, on a d'emblée souhaité faire une étude biomédicale qui reposait largement sur l'imagerie cérébrale pour mettre en place une étude donc, sur le trouble de stress post-traumatique. Et ça, c'est un travail qui se fait à Caen, donc dans mon laboratoire, et qui est placé sous la gouverne du jeune chercheur que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Pierre Gagnepin, qui était à l'époque du travail sur la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale, qui était postdoc, et qui est maintenant chercheur à l'INSERM. Alors, je n'ai pas développé tous les travaux qui ont été publiés à partir de cette étude. Il y a eu ce papier dans Science, qui est un papier, je pense, important, parce que c'est un papier qui montre les mécanismes physiologiques, neurophysiologiques, qui conduisent aux troubles de stress post-traumatique ou qui, au contraire, mettent sur la voie de la résilience. Alors, c'est schématiquement ces trois petits cercles hein, qu'il faut. Vous êtes habitué à ces analyses de connectivité. Ici, ce sont des sujets non exposés. Hein, rappelez-vous, il y a les personnes qui sont loin des attentats, par exemple, qui sont à Caen. Hein, Caen, c'est loin des attentats, c'est à plus de 200 km des attentats. Donc, ces personnes-là, vous voyez que le couplage est parfait entre le cortex préfrontal médian et différentes régions du cortex ou différentes régions sous-corticales. Alors, ces connexions, elles sont surdimensionnées chez les personnes qui ont été exposées, hein, je dis bien qui ont été exposées, mais qui n'ont pas développé de troubles de stress post-traumatique, et puis au contraire, elles sont défaillantes chez les personnes qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Alors, je m'arrête là, je vous renvoie au site, hein, parce qu'il y a derrière tout ça, tous les travaux qui se font actuellement, avec un certain nombre de publications, vraiment cette année, il y a beaucoup de publics qui sortent, sur les différentes strates hein, autour de ce mécanisme central, les troubles de la mémoire autobiographique, ce qui va protéger les personnes, hein, quelles sont les caractéristiques des personnes qui deviennent résilientes versus celles qui développent tel ou tel type de psychopathologie. C'est passionnant, mais il fallait que je fasse un choix. Et donc, je me suis dit que nous étions entre amis et que je préférais vous présenter un travail qui débute et sur lequel il y a plein de choses, à mon avis, à discuter et qui est totalement nouveau. Alors, comme Anna-Agnès l'a dit, c'est un travail qui porte sur les personnes civiles, les dernières personnes civiles qui ont été confrontées à la bataille de Normandie. Alors, la bataille de Normandie, il faut aller un petit peu plus loin que ça, c'est l'occupation allemande, hein, la période de l'occupation, le débarquement, euh, ensuite les bombardements des villes, des campagnes, l'exode d'un certain nombre de personnes, et puis d'autres bombardements qui vont avoir lieu juste après, et puis différentes situations qui sont des situations de guerre. Hein. Je donnerai, sans rentrer dans les détails et sans prendre trop de détails morbides, hein, je vous montrerai quand même que ce sont des scènes de guerre. Alors, comment cette époque a marqué les personnes qui l'ont vécue? Alors, c'est une étude de neuropsychologie, parce que les modèles sont des modèles de neuropsychologie, même si le cerveau n'est pas présent, c'est plus une étude psychologique, mais faite quand même avec des modèles de la neuropsychologie, qui s'applique à des personnes qui ont vécu un épisode historique majeur. Et puis, donc, différentes analyses que nous menons actuellement dans le cadre du programme 13 novembre seront ensuite appliquées
aux données que nous sommes en train de recueillir actuellement. Alors, quel est le contexte théorique de ce travail? Bon, vous connaissez tous et toutes le concept de mémoire autobiographique, hein, qui est un concept qui est très important pour la neuropsychologie. Bon, je fais une petite pensée pour Martin Conway qui nous a quittés il y a pas si longtemps. Donc, c'est un concept très important qui était lié tout de même beaucoup à la véracité de la mémoire. Ici, il y a toujours cette dimension de mémoire autobiographique, mais c'est comment cette mémoire autobiographique va s'insérer dans l'identité narrative de la personne. C'est beaucoup plus cet aspect-là qui va nous intéresser. En clair, hein, pour utiliser des mots simples, comment la personne se raconte. Et pour échafauder cette identité narrative, le principal processus qui va être mis en œuvre, c'est ce qu'on appelle le raisonnement autobiographique, donc qui permet à la personne d'être cohérente avec elle-même, avec son identité propre, mais également de rester cohérente avec les différentes strates de la mémoire collective qui évoluent autour d'elle. Donc c'est ce point qui va nous intéresser. Donc cette relation, vous voyez, entre cette mémoire personnelle, hein, des individus concernés et puis ces variations, ces fluctuations des mémoires collectives qui s'écrivent autour de la personne. Alors, c'est une étude qu'il faut faire maintenant pour des tas de raisons. Je développe un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la mémoire collective à propos de la Deuxième Guerre mondiale en Normandie. Hein, je centre bien sur la Normandie. Bon, il y a eu toute cette période festive qui est souvent rappelée, l'accueil des libérateurs, l'ennemi qui quitte qui quitte le territoire, le retour de la liberté. Donc tout ça est bien ancré dans les mémoires collectives. Et puis ensuite, peut-être moins visible, il y a eu toute cette période de tristesse parce que beaucoup de personnes sont décédées en Normandie pendant cette période. Alors, selon les comptes, hein, est-ce qu'on compte toute la Normandie, est-ce qu'on compte toute la période? Vous voyez, les historiens ne sont pas forcément d'accord sur les chiffres, mais c'est à peu près entre 20 et 25 000 personnes civiles. Vous voyez, c'est un chiffre assez conséquent. Et 300 000 personnes qui ont perdu leur maison, enfin, leur outil de travail, etc. Vous voyez, ce sont des chiffres qui sont très importants, qui ne sont pas forcément connus comme ça du grand public. Et ce qui a été mis en avant et qui est très, très important, c'est que ce qui ressort de cette période-là, que ce soit en Normandie et ailleurs, c'est l'hommage aux héros qui sont venus de très loin, qui sont venus d'Angleterre, qui sont venus d'outre-Atlantique et d'ailleurs pour réinstaurer la liberté, hein, qui se sont battus. Beaucoup sont restés, et si certains d'entre vous ont visité les grands cimetières qui se trouvent en Normandie, c'est extrêmement impressionnant. Et donc, ce qui domine, la mémoire dominante, c'est cet hommage aux héros. Et cet hommage aux héros, si vous veniez en Normandie ces jours-ci, c'est très impressionnant, vraiment très impressionnant. Il y a des drapeaux partout, il y a des affiches partout, toutes les rues sont pavoisées, donc les moindres petits villages, c'est très important. Il y a les photos de ces héros disparus, c'est vraiment très, très important. Donc c'est une mémoire très, très forte. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'était de confronter cette mémoire forte avec la mémoire faible des victimes civiles, hein, qui sont restées très, très en dessous de cette mémoire visible. Alors, donc le but, c'est de comprendre donc cette mémoire des victimes civiles qui sont confrontées en fait à une mémoire presque impossible, presque indicible. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont vécu souvent la perte de proches. Ça peut être le père, la mère, un frère, des voisins, la destruction de la maison, des biens familiaux, des animaux, parce que c'est une période où il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de petites fermes, donc une ferme, il n'y a plus d'animaux, et puis des vies qui se trouvent brisées parce que les personnes ne vont plus à l'école, elles ne peuvent plus aller à l'école. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Alors, il y a cette mémoire-là qui est très à l'arrière-plan et avec toujours la nécessité de rendre hommage aux héros. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les fluctuations de cette mémoire avec ce contexte de l'identité narrative
avec des facteurs individuels. Donc, qu'est-ce qu'a vécu la personne et comment elle l'a vécu et comment elle intègre au plan personnel cette mémoire au fil du temps. Alors, la notion d'échange interpersonnel, hein, je ne rentre pas dans le détail parce que ce serait trop long, comment elle en a parlé, est-ce qu'elle en a parlé, avec qui, est-ce que ces échanges et ces interlocuteurs ont fluctué au fil du temps. Les liens avec les commémorations, alors le terme est à prendre au sens très large, hein, c'est commémoration, mais ça peut être l'investissement, par exemple, dans la création des cimetières, dans la création de mémoriaux, vous voyez, ce type de symbole extrêmement fort. Et puis le lien avec les aspects de l'évolution politique, historique, depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, le procès de Nuremberg, le plan Marshall, vous voyez, des grands moments comme ça, la création de la CE, et puis des aspects plus locaux, par exemple la réouverture de l'université de Caen qui constitue un symbole, l'ouverture du musée mémorial de Caen dont j'ai montré la photo tout à l'heure, tous ces aspects-là, et puis ensuite des aspects culturels, les produits culturels. Alors en centrant sur les films, c'est-à-dire qu'on montre des photos là pour réactiver la mémoire des gens. Alors ça va être par exemple Le jour le plus long, la Grande Vadrouille, vous voyez, des films un peu emblématiques. Je ne vous demande pas de me dire si vous aimez ou pas, hein, ce n'est pas la question, vous voyez, mais c'est des films qui ont marqué il faut sauver le soldat Ryan, des films comme ça qui accompagnent un peu le. Bon, c'est jamais parfait, hein, mais ce sont des exemples. Alors, comment ça se passe? Quelle est la méthodologie? Alors, premièrement, ça, je pense que nous avions raison. Nous avons anticipé ce moment d'effervescence qui a lieu tout de suite. Et donc, les entretiens que nous menons, nous avons commencé le 14 février donc 2024, oui, c'est très, très récent, et nous allons terminer le 4 juin, la semaine prochaine, c'est-à-dire avant le 6 juin. Le 6 juin, c'est la grande journée commémorative, il y a tous les présidents qui sont réunis sur la plage de Maha Beach. Donc, vous voyez, ça dure à peu près quelques mois, là, deux, trois mois, avec des périodes plus ou moins fortes en fonction des disponibilités. Euh, les personnes, c'est à peu près 65 personnes, il y en aura peut-être 64, 66, mais on a quasiment terminé là. Ce sont des personnes qui vivaient, je vais vous montrer la carte, qui vivaient sur les lieux hein, de la bataille de Normandie. Et c'est un entretien semi-directif, donc on a un guide assez précis, mais en fait, ça ressemble beaucoup aux entretiens de l'étude 1000 que j'ai évoqué tout à l'heure. La personne a l'impression de quelque chose de très souple. En fait, on a un guide qui est assez serré. On est deux, on est toujours deux psychologues, et on se rend au domicile des personnes. Ça, c'est très, très important, sinon je pense qu'on n'aurait vu personne, parce que ce sont des gens très âgés, donc on va à leur domicile. On aura fait la semaine prochaine à peu près 10 000 kilomètres pendant ces quelques mois, parce que bon, la Normandie, ce n'est pas un pays gigantesque, mais c'est quand même très grand. Et puis, nous sommes allés aussi en dehors de la Normandie, parce qu'il y a des gens qui ont bougé. On est allé en Bretagne, en Seine-Maritime, enfin au-delà de la Seine-Maritime également. Et alors, on enregistre, c'est un enregistrement uniquement audio, et il y aura bien sûr des retranscriptions automatiques et corrigées de ces enregistrements audio. Les différentes questions, elles sont listées là sur la droite, vous voyez, mais ça reprend ce que je viens de vous dire, avec un point supplémentaire que je n'ai pas évoqué, c'est le traçage de courbes. Et vous allez voir que c'est assez intéressant, parce que ça, c'est un résultat qu'on a d'emblée, et je vais vous montrer quelques exemples. Des courbes, ben, le contexte théorique de ça, c'est la courbe de Robin, vous voyez, avec le pic de réminiscence, enfin, l'amnésie infantile, le pic de réminiscence, ensuite le long déclin et puis l'effet de récence à la fin. Et je pense qu'on a eu raison de faire ça parce que c'est très simple et vous allez voir que c'est en même temps extrêmement efficace. Alors, moi, ce que je vous livre là, c'est même pas une analyse qualitative, c'est ce que nous observons parce que nous faisons ces entretiens et c'est ce que nous voyons. C'est pour ça que je vous livre ces réflexions-là et je serais ravi d'en parler avec vous. J'ai un poster aussi d'une étudiante qui est là, il faut que je présente tout à l'heure. Ce sera aussi l'occasion de discuter avec vous parce qu'il y a plein de questions qui se posent et je pense que c'est passionnant. Alors, voilà théoriquement notre échantillon, hein, si tout va bien jusqu'à la semaine prochaine, mardi ou mercredi de la semaine prochaine. L'âge des personnes, alors il y a deux exceptions.
Il y a deux personnes, l'une a 79 ans, l'autre a 83 ans. Donc, elles n'ont pas vécu la bataille de Normandie, puisque si on fête les 80 ans. Mais on a considéré que c'était des légataires de ce qui s'était passé dans leur famille. Un événement particulièrement important. Mais les autres, elles ont entre 89 et 104 ans, avec beaucoup de personnes qui ont entre 95 et 100 ans. Des gens exceptionnels, parce que déjà, de par la pyramide des âges, elles sont dans la bulle en haut, là, d'Yves Joannette. Donc, alors, comment on a eu accès à ces populations-là, que je rende à César, c'est via la mairie de Caen. Parce que la mairie de Caen nous aide beaucoup au niveau du programme de recherche 13 novembre. Elle met à disposition les chauffeurs et la ville de Caen qui viennent accueillir les participants, qui les emmènent à Cicéron, qui les emmènent au labo, qui les emmènent aux hôtels, etc., depuis le tout début de l'étude. Et donc, on a noué avec eux une relation de confiance. Et la personne qui s'occupe du protocole, hein, la responsable du protocole, s'appelle Valérie Rappeau, a commencé il y a 3 4 ans à me parler du 80e anniversaire de la bataille de Normandie, de la libération de Caen, en me disant Francis, ce serait bien que vous nous aidiez pour ces commémorations. Moi, je ne me sentais pas totalement à l'aise sur ce terrain-là parce que c'est pas mon métier. Et puis, elle m'a envoyé des témoignages de personnes qui avaient quitté Caen et qui revenaient pour les commémorations et qui faisaient un discours. Et j'ai été très impressionné parce qu'en fait, les personnes racontaient leur vie en un temps court. Parce que ce n'était pas l'événement, elle parlait de l'événement, mais elle parlait des conséquences de cet événement jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, vous voyez, c'est la narration autobiographique en une page ou deux. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et là, on en a parlé avec des collègues, avec Peggy Kinette, avec d'autres collègues, enfin à droite à gauche, y compris à l'extérieur du labo. Et on est arrivé à échafauder ce protocole qu'on a soumis à l'INSERM. Donc, il est validé par l'INSERM, un comité d'éthique, etc. On a fait ça dans les règles. Et puis, l'Américain nous a trouvé une subvention pour une étudiante en thèse. Et donc, on a pu se lancer de façon assez sérieuse quand même dans cette aventure-là. C'est-à-dire, ce qu'on a démarré au mois de février, hein, vous avez bien compris, en fait, on l'avait médité depuis à peu près 2 ans. Et puis, l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur ce projet avec un guide qui est quand même très bien fait. Et puis au départ, on devait travailler, c'était le thème, les bombardements de Caen et autour de Caen. Et puis les nouvelles vont vite, hein, je pense qu'au Québec, c'est pareil. Donc tout de suite, j'ai été contacté par le directeur de hôpital mémorial de Saint-Lô, hein, la mairie de Saint-Lô, hein, qui est le chef-lieu du département de la Manche. Et puis, de fil en aiguille, on a été contacté quasiment par toutes les villes importantes de Normandie, les associations d'anciens combattants, des historiens, le bouche à oreille, les journaux locaux qui étaient assaillis de demandes. Et en fait, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, vous voyez, de personnes qui veulent témoigner. Donc ça fait partie du mouvement. Alors là, ce sont les noms des départements. Bon, il y en a qui vous sont plus familiers que d'autres. Quand on le Calvados, je pense que la sémantique est assez forte. Peut-être que l'Orne et l'Eure, c'est moins fort dans la mémoire sémantique. Bon, alors voilà la carte. Et où sont nos participants? Bon, tout ça, c'est la Normandie. Hein, c'est les 5 départements bas normands. Le Calvados, il est là avec Caen, donc la ville qui a été bombardée ici, les plages du débarquement, et avec des personnes donc, qui étaient au plus près des plages du débarquement, Omaha Beach, Utah Beach, ici Luc-sur-Mer, Cherbourg, hein, le port de Cherbourg. Et puis ici, il y a cette partie qui est extrêmement intéressante, très méconnue, c'est ce qui s'appelle l'opération Cobra. Sont les Américains arrivent ici, ils prennent très vite Cherbourg et ils descendent ici. Et là, c'est très difficile. Là, il y a des combats extrêmement durs, le front bouge, et les populations civiles, en fait, les villes sont détruites et elles se trouvent ballottées, vous voyez, au milieu du front. C'est très important, c'est très impressionnant ce que les gens nous racontent. Alors, les Américains arrivent en dessous comme ça, et les Anglais et les Canadiens débarquent ici. Il y a la bataille de Caen. Les Canadiens prennent la partie ouest de Caen, et sont les Anglais qui prennent la partie est.
et ils sont rejoints par les Polonais. Et ici, il y a une bataille terrible qui s'appelle la poche de falaise, où les Allemands sont pris en étau, véritablement, dans cette poche de falaise. Alors, on a des personnes de falaise, et puis d'un endroit, si vous avez le temps, dans les jours qui viennent, regardez, vous tapez Chambois, Chambois, le corridor de la mort, c'est terrible. Il y a juste un endroit où les Allemands ont pu s'enfuir. Et là, c'est une espèce d'amas de chevaux, d'hommes, de matériel. C'est absolument terrible. Avec les civils qui se retrouvaient au milieu de tout ça. Ouais. Et c'est vrai que les civils dans tout ça sont peu mis à l'honneur, il faut bien dire. Alors, au 70e, il y a eu un discours du président Hollande qui commençait à parler des civils. Et il y a un musée maintenant à Falaise, si vous allez en Normandie, qui est spécifiquement dédié aux civils pendant la guerre, qui est très très bien fait. C'est un petit musée, mais qui est très très bien fait. Donc en gros, vous voyez, nos 65 intervenants, ils sont répartis dans ces différents lieux. Bon, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, hein. J'ai pris un exemple. Je ne peux pas encore trop diffuser ce qu'on a recueilli parce que c'est encore sous embargo, vous comprenez bien pourquoi. Mais comme l'étude est connue, en fait, on reçoit aussi beaucoup de témoignages par mail ou par courrier postal. Et celui-ci que je vous montre là, il est très intéressant. Vous n'êtes pas obligé de le lire en entier. Bon, c'est vraiment un fait de guerre. Ça se passe ici. Ça se passe dans ce coin-là, l'opération Cobra, un petit village. Et, c'est des gens qui sont en train d'enterrer un fils qui a sauté sur une mine. Et puis là, il y a une attaque américaine et il y a plusieurs morts dans la famille. C'est assez terrible. Et là, la femme qui m'écrit, c'est une femme qui a à peu près 65 ans, qui a à peu près mon âge, en gros. Et il y a plusieurs éléments très intéressants dans ce qu'elle dit. Elle dit, c'est mon père vers la fin de la vie, vers la fin de sa vie. Mon père, lors de la fin de sa vie. Il a commencé à parler avec beaucoup d'émotion, beaucoup de force, de faits dont il ne parlait pas avant. Vous voyez. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, j'ai pu en parler avec des gériatres. Ce serait une étude passionnante à faire. Les gériatres sont confrontés à ces situations-là. Nous, on a affaire à des personnes qui vont bien, hein, sur le plan psychique, qui vont bien aussi sur le plan physique. Ce ne sont pas des gens malades. En tout cas, ils n'ont pas de maladie qui les empêche de s'exprimer, de parler pendant 1 heure et demie. Mais bon, les gériatres sont confrontés à des personnes qui ont une maladie dégénérative ou à d'autres pathologies et sont confrontés à ça. Et puis, il y a la fin qui est extrêmement intéressante où elle dit, bon, j'ai bien compris, hein, que vous cherchez des gens pour témoigner, mais je trouve quand même que ce témoignage-là, je voulais vous l'envoyer parce que tout ce qui n'a pas été dit, en fait, ça a marqué aussi les descendants. Et c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte. Et on devrait le prendre en compte aussi. Bon, elle a des mots qui sont tendres, hein, mais dans les. Là, je me demande si ça n'a pas été coupé sur la diapo. En fait, elle parle des commémorations. Ouais, ça a été coupé sur la diapo. Je m'en excuse, à moins que ça sorte ici. Ah, bah si, ça sort ici. Non, non, c'est coupé. C'est coupé sur la diapo, je m'en excuse. En fait, Eddie, j'aimerais que ces aspects soient pris en compte dans les aspects joyeux et nostalgiques des commémorations. Vous voyez, bon, c'est pas simple, hein, les commémorations, hein. Et il faut aussi attirer les jeunes. On n'est pas là pour pleurer pendant des semaines. Mais vous voyez, cette dimension-là, elle est très présente chez ces personnes très âgées. Euh, alors, il me reste encore un petit peu de temps. Oui, ça va. Je vais développer quelques points. Oui, oui, ça va. 10 minutes, quelques points de réflexion. Euh, Premièrement, ces personnes sont très âgées, hein, vous l'avez compris, puis c'est votre métier, travailler avec des gens très âgés. Donc, loi de Ribot aidant, peut-être lever l'inhibition aidant, elle retrouve ses souvenirs, et puis il y a cette volonté de créer une identité narrative de ce qui s'est passé et de le transmettre. Donc, c'est pour ça que je disais, cette étude, elle est timée. Premier point, mais là, vous voyez, c'est déjà tout un projet de recherche d'aller creuser dans ces corpus. C'est 65 multiplié par 1h30 à 2 heures d'entretien. Vous voyez, il faut des outils pour ça, hein. Il faut un petit peu de monde, donc vous êtes les bienvenus. Deuxième point, je dois dire qu'il m'a surpris parce que peut-être je vois plus assez de gens âgés. Je pensais que ces personnes âgées, elles seraient très loi de Ribot. Elles seraient très tournées vers le passé. Mais non. La construction narrative, elle implique aussi
le présent et le futur. Et donc, sans qu'on leur pose la question, qu'est-ce qui sort? Gaza, l'Ukraine. Et sont des facteurs perturbants. Vous voyez, sont des facteurs perturbants dans le beau récit qu'elles auraient voulu transmettre. Bon, certes, qui commençait avec quelque chose de tragique, voire de dramatique, voire de traumatique pour certaines, mais bon, c'était proposer à leurs enfants, à leurs petits-enfants, quelque chose, en quelque sorte, avec une fin, pas une happy end, on va pas dire ça, mais qui s'en rappelle. Et là, ben, ça, c'est très, très perturbant. Alors, jusqu'au fait qu'elles doivent se protéger, parce que bon, ce sont les gens qu'on voit sont des gens assez exceptionnels, vous voyez, qui ont une façon de gérer leur vie assez exceptionnelle, et donc qui nous dit je dois être au courant de ce qui se passe, mais en même temps je dois me protéger. Donc pas de télévision le soir, pas d'information le soir à la télé, sinon je fais des cauchemars, je refais des cauchemars, y compris de la Deuxième Guerre mondiale. Et je revois des choses que j'avais laissées de côté auparavant. Alors, les yeux d'enfants sont des gens qui étaient enfants à l'époque ou jeunes adultes. La plupart avaient dans les 15 ans, oui, c'était des jeunes, des ados avec leurs parents, dans une ambiance très familiale. Hein. La société a beaucoup changé. C'est une société rurale, il y avait beaucoup, il y avait le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, des oncles, des enfants partout, des grandes familles, vous voyez. Donc il y avait ce côté soudé et ces enfants, ils se sentaient protégés, sauf s'il y avait une atteinte majeure à une personne soit l'autorité, le père, hein, parce que c'était comme ça, hein, ou la mère, la mère aimante. Enfin, c'est pas dire que le père n'était pas aimant, mais vous voyez, si ces personnes-là étaient touchées, ça avait des conséquences. Et s'il n'y avait pas de relais derrière, ça avait des conséquences très importantes. Mais c'était des yeux d'enfant. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces personnes, vous voyez, qui se sont souvent mis à l'écart pendant très longtemps, elles parlent, mais elles ne parlent pas pour elles. En fait, elles parlent pour leurs ancêtres, en quelque sorte, leurs parents, leurs grands-parents, les oncles, les tantes, qui ont géré ces situations-là, parce qu'elles comprennent maintenant la complexité, et elles parlent aussi pour leurs descendants. Elles ne parlent pas forcément pour elles. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement élégant. Bon, ça, c'est le pic de réminiscence. Hein. Donc, vous connaissez tous la courbe de Robin. Hein. C'est moi qui l'ai dessiné, là. Le rouge, le pointillé rouge. Et en fait, ces personnes-là, elles sont d'emblée dans le pic de réminiscence. Et ça, on a pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que la question qui est posée là, ce sont les événements de vie en général. C'est quelque chose que l'on fait au début de l'entretien. On leur dit, attendez, on ne va pas d'abord parler de la guerre, ils savent qu'on est là pour ça, mais d'abord la vie de façon générale. Alors, on parle de tout, l'école, etc. Vous voyez, le travail, ils se marient, ils ont des enfants, des petits-enfants, taratata. Vous voyez, on déroule tout ça et ils nous dessinent toujours quelque chose Alors, et ça dure. Alors, pourquoi ça dure? Bon, parce qu'après, ils sont jeunes, comme tout le monde. Mais il y a aussi les villes bombardées. Il faut beaucoup de temps pour les reconstruire. C'est-à-dire que pendant 10-15 ans, ces gens-là, ils vont vivre dans des baraques, sans eau dans la maison. Ils vont fonder des familles, avec souvent des grandes familles, hein, c'est le baby-boom, mais sans eau dans la maison. Vous imaginez la mère de famille qui va chercher de l'eau à l'autre bout du village, etc. Enfin, c'est une vie très dure. Hein. C'est une vie très dure. Ça aussi, c'est pas vraiment au devant de la mémoire collective. Là, c'est trois grands profils que l'on observe. Je ne donne pas de statistiques. Il y a les gens, alors ça, cette fois-ci, c'est les événements qui sont liés à la libération. Est-ce que vous y avez pensé tout au long de votre vie? Est-ce que c'était toujours très fort ou est-ce que ça a décliné à certains moments? Alors ici, il y a les personnes qui se sont lancées dans la mémorialisation. Alors, c'est des gens qui se sont lancés dans, par exemple, la construction des cimetières, des mémoriaux, les associations, la fraternité, les jumelages avec les Alliés, mais avec les Allemands, beaucoup. Hein, très tôt, la réconciliation avec les Allemands. Alors, ça, c'est un autre profil. Ça reste présent un certain temps. Puis, à un moment donné, pour des raisons diverses, il n'y a pas les interlocuteurs. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus parler de la guerre. On turadote, on ne peut plus parler de la guerre. Et les gens partent parfois de la région, ils partent à l'étranger. Et vous voyez, ça descend très, très loin. Il y a parfois, souvent, un interlocuteur qui reste. On en parle avec une certaine personne.
Et puis, à un moment donné, ça remonte, c'est parfois à la retraite, parfois il y a un autre événement, et là, les personnes vont aller dans les écoles. Ça, c'est vraiment typique. Ils vont aller dans les lycées, parfois les écoles avec les instituteurs, vous voyez, les plus jeunes, avec un assistant là, qui me disait, oh, il y a un tout petit qui est venu me voir l'autre jour, là, qui avait une dizaine d'années, les enfants sont partis, puis il est revenu me voir tout seul, et puis il m'a dit, je voudrais que tu sois mon papy. Et puis là mon monsieur que j'avais s'est mis à pleurer, là, c'était terrible, parce que je n'arrivais pas à le récupérer, comme on dit. Et alors ici, alors ceux-là sont les, je ne vais pas dire que c'est les plus intéressants, parce qu'ils sont tous intéressants, mais c'est ceux qui n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé. Et pourtant, ils viennent nous parler parce que nous représentons l'université de Caen, oui, l'université, les collectivités territoriales, la mairie de Caen, d'autres mairies, Saint-Lô. Et donc, ces personnes, parfois incitées par leurs enfants et surtout les petits-enfants, viennent nous parler. Et là, c'est très impressionnant parce que, alors, on accepte la présence de personnes proches aux entretiens, et là, les personnes proches découvrent ce que les personnes ont vécu. D'accord. Alors, c'est jamais le conjoint dans ces cas-là. Le conjoint a déjà. Mais les petits-enfants ou les enfants découvrent ce que les personnes ont vécu. Euh, je vais peut-être passer vite là-dessus parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Il me reste quand même 10 minutes, non? 5? On a commencé un petit peu en retard. Non, mais je vais rattraper le temps. Je vais rattraper le temps. Euh, je vais passer l'item en haut. Il y a un item qui est très important, c'est la réflexion globale sur le sens de la vie. Si vous voulez, ces personnes-là, elles nous racontent leur vie, mais en même temps, il y a une distance. Et le bien, le mal, le sens de la vie, et il y a souvent des exemples emblématiques. Alors, un exemple emblématique, c'est souvent le soldat Lavergne. Le vieux soldat, entre guillemets, le vieux, enfin, il est là, il commence à faire partie des meubles. Interprétez pas hein, ce que je dis d'un point de vue historique. Là, on est dans une étude de psychologie. Cette personne-là, elle est là et elle fait, alors elle représente le mal, elle représente l'ennemi, et puis cette personne-là, elle va faire des gestes. Des fois, elle va protéger des enfants pendant les mitraillages, pendant les bombardements. C'est elle qui va prendre les choses en main parce que le père n'est pas là. Et parfois, elle va donner du pain. Il y a toute la symbolique du pain. Elle va donner du pain parce que les gens ont faim. Les gens n'ont rien à manger. Ils sont ballottés d'un endroit à l'autre. Et puis, parfois, elle va fermer les yeux sur des faits très graves. Par exemple, un résistant qui meurt dans une maison, une petite fille juive cachée, et l'Allemand va fermer les yeux. Comme quoi, les choses sont pas aussi simples. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. La question de la vérité, on pourra en discuter, parce que ça, c'est quelque chose qui nous taraude, etc. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Si vous voulez, ces personnes-là, on sait qu'elles étaient sur les lieux. Les canaux que l'on a pour accéder à ces personnes-là, on sait que ce ne sont pas des imposteurs. Après, ce que nous racontent les personnes, c'est leur vérité. C'est leur vérité. Après tout, c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'il faut, c'est que ce soit en rapport avec une certaine vérité. Alors là, je pourrais vous donner des exemples où on peut contrôler une partie de ce qui est dit, hein, parce que ce sont des faits historiques. Et puis après, quand c'est totalement intime, on ne peut pas le vérifier. Alors le PTSD, ça c'est, à la limite, c'est peut-être ce qui est le plus simple à repérer dans des récits. Est-ce que ces personnes, ou certaines d'entre elles, ont été victimes d'un trouble de stress post-traumatique? La façon dont elles en parlent aujourd'hui, c'est extrêmement émotionnel. Et puis ça, bah, je l'ai un petit peu dit. Je vais passer vite sur la discussion parce que je voudrais vous montrer quelques photos, parce qu'à la fin, ça se termine avec des photos. Bon, comment mémorialiser le cœur du sujet, hein, c'est ce qu'on a appelé la dissonance de la mémoire, hein, ces mémoires impossibles. Euh, la façon dont l'aspect un peu paradoxal qu'elles ont d'en parler, hein, l'ambivalence qu'elles ont. La place des femmes, c'est extrêmement intéressant. Euh, il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, ce qui est normal, mais ces femmes qui prennent la parole aujourd'hui sont des femmes très fortes et certainement qui n'ont pas pu parler pendant des années parce que la guerre, c'est une histoire d'hommes. Et les commémorations, c'est des hommes. Bon, je caricature hein, ce que je dis là, hein, je caricature. Hein.
Je vous demande de bien vouloir excuser ma caricature. Hein. Mais ces femmes, aujourd'hui, elles peuvent parler pour des tas de raisons, elles peuvent parler. Et elles parlent. Et elles parlent parce que ce qu'elles ont vécu, elles l'ont vécu en tant que femmes aussi. Pendant l'occupation et après la libération, hein, où il y avait des camps qui étaient organisés avec des Allemands tenus par les Américains notamment. C'était pas simple pour les femmes. Donc, elles ont vécu cette pression supplémentaire et elles n'en ont pas parlé parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. En tout cas, dans la société de la Normandie de cette époque. Bon, alors quelques objets symboliques. Alors pourquoi? Parce qu'à la fin de l'entretien, enfin, évidemment, tout ça est expliqué en amont. Ce travail, il est scientifique, mais il est aussi patrimonial. C'est-à-dire que ces entretiens, ils seront versés aux archives de la ville de Caen et peut-être à d'autres villes si il y a la demande. Il y a déjà la demande de la ville de Saint-Lô. Et donc, ça va devenir patrimoine, si les personnes sont évidemment d'accord. Et en plus de cela, on demande aux personnes de prendre des photos d'objets symboliques de cette période. Alors, donc on fera une exposition à partir de tous ces objets symboliques. Alors, je pourrais vous montrer beaucoup de choses, mais bon, le but n'est pas de faire 5 minutes, mais ça va, 5 minutes, je tiens. C'est pas de faire une galerie de photos. Alors, cette photo-là, vous voyez, c'est un escalier dans une maison, et c'est une tache de sang. Donc, il date de 80 ans, plus de 80 ans. C'est un gendarme résistant qui a été tué par un Allemand et qui est venu mourir dans une maison. C'est l'exemple que je commençais à prendre tout à l'heure. Et le soldat allemand est arrivé et donc il a vu ce résistant se réfugier dans cette maison et il dit il y a un résistant dans cette maison, enterrez-le au plus vite. Et ça s'arrête là. Oui. Alors que toute la famille aurait pu être fusillée. Donc cette tache de sang qui est très impressionnante, parce que c'est l'entrée de la maison. Vous savez, les maisons en Normandie, c'est assez simple. Il y a l'escalier au milieu, une pièce à gauche, une pièce à droite. Et donc, vous tombez sur cette tache de sang. Bon, vous ne savez pas que c'est une tache de sang, mais vous voyez, ce n'est pas une petite tache qui fait gros comme une pièce de 100 sous. Hein. Bon, là, je vous ai offert aux Canadiens ce petit diplôme parce que c'est une magnifique histoire. Et si vous venez me voir à votre poster, je vous raconterai cette histoire qui est absolument magnifique. Donc, c'est le fils, donc, ce fils s'est investi dans la mise en place des cimetières canadiens, notamment celui de Saint-Au, qui porte le nom de Gérard Doré, qui est un jeune soldat qui avait moins de 16 ans, hein, qui est mort à côté de Falaise parce que les Canadiens étaient des volontaires et certains arrivaient à tricher, arrivaient très très jeunes sur le champ de bataille. Donc, et son père a été décoré, et c'est une histoire assez incroyable d'un aviateur qui est descendu par un Allemand. En fait, il a un avion anglais, mais c'est un Canadien. Et ce Canadien, son avion tombe dans un marécage et les Allemands ne le retrouvent pas. En plus, c'est la panique. Vous savez, les jours et les semaines qui suivent le débarquement, c'est la panique chez tout le monde, et notamment chez les Allemands. Donc, ils ne retrouvent pas ce soldat. Et le père du participant, là, c'est un chasseur. C'est un chasseur au canard. Et donc, il connaît le marais comme sa poche. Et lui, il trouve le soldat qui n'est pas un Anglais. Il avait un avion anglais, mais c'est un Canadien. Il parle français, formidable. Donc, il se parle et il l'installe dans sa hutte de chasse. Vous voyez, et il va rester comme ça pendant plusieurs. Et ça, c'est un fait historique parce que le militaire, il est revenu en Normandie après avec ses enfants, etc. Enfin, oui, c'est une histoire qui est validée. Vous voyez. Et c'est une histoire extraordinaire parce que le participant, il voit, entre guillemets, le manège de son père. Il voit que son père part avec son vélo, avec des sacoches. Et donc, lui, il va suivre son père. Et alors là, question mémoire autobiographique, c'est magnifique parce qu'il décrit la trouille qu'il avait à suivre son père. Il voit les rayons de son vélo dans lesquels il avait mis des petits papillons de couleur. Il me dit, je vois encore les petits papillons de couleur. Parce que son père, ça devait être une baraque qui ne devait pas être facile, parce qu'il tenait tête aux Allemands. Quoi. Il y avait les Allemands dans la maison, il y avait une soixantaine de réfugiés, vous voyez, parce que les gens fuyaient Caen. Donc il y avait les Allemands, les réfugiés, tout le monde avait faim. Donc lui, il tuait ses vaches au fur et à mesure, les cochons, etc., pour donner à manger à tout le monde. Il fallait gérer. Ça devait être une personnalité, vous voyez.
Et donc, il suit son père, et puis à un moment donné, il tombe nez à nez avec son père et puis le fameux Canadien. Et là, son père lui parle avec une voix. Il n'avait jamais entendu cette voix-là dans la bouche de son père. Il lui parle très durement. Il lui dit, toi, tu es un bavard. Si tu parles, ton père sera fusillé. Et alors, ce monsieur, qui a 90 ans aujourd'hui, il me dit ça pour me dire un tout petit gamin, vous voyez, qui vous raconte ça. C'est très impressionnant. Alors lui, il a été multiples fois décoré. Enfin, et alors, je finis sur une note un peu plus amusante, bien que ça pourrait être aussi dramatique, hein, ce que je vous raconte là. C'est un participant que j'ai vu, il habitait Vierville-sur-Mer, c'est-à-dire la plage d'Omaha Beach. Omaha Beach, c'est Vierville-sur-Mer, Colville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer. Et son père était dans une ferme, et après la guerre, il a reçu ce diplôme. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est un petit côté amusant parce que c'est un diplôme de pigeon voyageur. Vous voyez, c'est-à-dire que son père, quelques années après, reçoit cette lettre, vous voyez, très officielle du gouvernement anglais, l'honorant parce que il était un interlocuteur qui envoyait, vous savez, les pigeons voyageurs qui étaient parachutés hein, dans des endroits tenus secrets par la résistance. Et ensuite, il y avait un petit tube qu'on leur mettait sous les pattes et les pigeons repartaient à Londres ou à d'autres endroits. Et c'était un moyen de communication extrêmement efficace. Alors, oui, c'est amusant de voir ce diplôme aujourd'hui, sauf que si vous étiez pris à ce petit jeu-là, vous étiez fusillé. Hein. Donc, vous voyez, je finis sur une note un peu gaie parce que ce monsieur n'a pas été. Ça s'est bien terminé pour lui. Bon, ça, ce sont des livres qui tournent un peu autour de nos sujets. Ça, c'est l'équipe de choc. Donc, à droite, c'est l'équipe principale. Donc, Peggy Kinnett, Valérie Rapeau de la mairie de Caen, hein, qui est un peu à l'initiative de tout ça, et puis Lucie d'Acosta Silva, qui est l'étudiante en thèse, qui fait beaucoup de kilomètres et qui fait beaucoup d'entretiens, et puis d'autres collaborateurs et collaboratrices. Je vois que mes photos ont bougé sur. Je suis désolé. Hein. Euh, et puis, je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Voilà. Merci beaucoup, Francis, pour cette magnifique conférence qui est malheureusement d'une grande actualité. Tu l'as souligné. Donc, oui, on a le temps pour deux questions, si tu choisis. Oui, c'est vraiment fascinant, très intéressant, très original. C'est en histoire et mémoire. Je dois ce domaine-là, c'est vraiment merci. Mon plaisir de te parler. C'est sûr que quand on a commencé à parler, je me suis dit, waouh, ils seront plein dans leur pic de réminiscence. Et ça m'a fait penser aussi, quand on va en Normandie, on voit beaucoup de ces retours, puis même chose au Vietnam, les gens qui sont en Normandie, ils sont tellement super. Et ça m'a aussi frappé que les soldats sont tous à peu près au fait de leur pic de réminiscence sur le front. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a souvent une espèce de nostalgie du front qui peut-être est liée à cette nostalgie de ces souvenirs de l'adolescence. Autre chose, il y a un événement historique très important et traumatisant, probablement, qu'on a tous vécu, qui est la COVID et le confinement. Et je me demandais si c'était quelque chose que vous avez envisagé. Ce que ça m'a frappé en t'entendant, c'était wow, quelque chose, on veut l'oublier, tout le monde veut l'oublier, mais en même temps, il y a énormément de richesse parce qu'on a très peu de souvenirs partagés, concrets. Mais quand on parle de ça à des collègues ou à des amis, tout le monde a quelque chose à raconter. Tout le monde a un souvenir autobiographique très vivace. Et ça me frappe, j'ai rappelle quelque chose de particulier qui s'est passé dans notre mémoire pendant cette période. Donc voilà, mes deux questions. Oui. Alors, ce sont deux grandes questions. La première question, elle est complexe. Je pense que c'est un sujet en soi. Je pense que c'est un sujet parce que bon, les personnes qui parlent aujourd'hui, c'est parfois très douloureux. C'est parfois extrêmement douloureux. Il y a des entretiens, on fait 2 entretiens par jour. Je pense qu'on ne pourrait pas en faire plus.
On fait on se retient le matin, après le midi, on fait un peu de débrief, on passe un peu à autre chose, on enregistre l'entretien, enfin, on bricole un petit peu. Et puis après, on essaie d'être disponible à nouveau totalement pour les personnes. Parce qu'il faut vraiment bien suivre l'entretien pour qu'il soit cohérent, etc. Donc, et là-dessus, donc il y a une diversité, hein, il y a une diversité des réponses, mais c'est vrai que pour certaines personnes, il y a une certaine joie, un certain plaisir, je ne sais pas exactement comment qualifier, mais d'évoquer ça. C'est important. Alors, on a attendu de pied ferme, hein, on a le café, les petits gâteaux et tout. Moi, je pense que j'ai pris des kilos depuis 3 mois là. Euh, oui, c'est très important. Et, et au-delà, c'est vrai qu'il y a le fait de pouvoir raconter, c'est très important. Et puis, bon, ce sont les années de jeunesse. Ce sont les années de jeunesse. Et même si c'était une jeunesse qui était difficile, alors ça, c'est plutôt le jeu des hommes. Les hommes, le jeu, c'était d'aller chercher les éclats d'obus encore chauds. Et ils les ont gardés, ils nous ramènent ça dans des boîtes. Ils disent, voilà, ça c'était mon. J'étais quand j'en trouvais un de cette telle forme, ça venait d'un canon de marine, ça venait. Oui, c'était la jeunesse, quoi. Je parlais de l'insouciance. Donc, il y a aussi tout ça, retrouver cette période-là. Parce qu'en fait, la jeunesse, elle a été confisquée, mais pas complètement. Enfin, il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de solidarité. On voit que c'était euh, les campagnes, c'était les gens étaient très unis. Et puis après, ce qui se passe avec les soldats, il y a des choses très belles. Il y a des choses très belles. Il y a des choses. C'est des anecdotes incroyables, quoi. Avec l'importance des animaux, des vaches. Les vaches, si vous voulez, en Normandie, c'est. Et à cette époque-là, c'était des tout petits troupeaux de 5, 6, 10 vaches. Elles avaient tout un prénom, etc. Et une femme, enfin, écoutez, je vous prends 2 minutes, hein, même pas 2 minutes, mais c'est une histoire incroyable. Si vous voulez, les Américains, avant de bombarder, ils envoient des tracts. Donc, il faut quitter les lieux. Là, on est à Utah Beach. Vous voyez, le village de la Madeleine, c'est une dune, et puis après, il y a Utah Beach. Ils envoient les tracts, sauf qu'en Normandie, il y a du vent. Donc, les tracts s'en vont dans la baie d'Evey, la baie qui est là, et donc les gens, ils ne voient pas, ils ne savent pas qu'ils vont être bombardés. Par contre, ils ont pris des mesures, ils ont fait une sorte de terrier sous la dune avec des fagots sur le terrier, puis ils se mettent là-dedans. Donc, tous les gens du village, ils sont entre 15 et 20, ils sont dans le terrier. Utah Beach, vous imaginez tous les bateaux, vous avez tous vu ces images-là. Les soldats américains arrivent, il y a des combats très durs, du monde du village, dans le. Ils disent, mais attendez, vous ne pouvez pas rester là, on va vous évacuer. Et là, notre participante, qui avait 17 ans à l'époque, elle prend la parole, enfin, elle trouve un interlocuteur qui parlait français, il dit, il n'est pas question que je parte d'ici. Je ne partirai pas d'ici. Moi, j'ai mes vaches là-bas, dans le champ d'à côté, je ne partirai pas en laissant mes vaches. Alors, l'interlocuteur est totalement. euh, et finalement, il reste là et elle va faire ses vaches escortée, vous voyez, avec des jeeps. Et à la fin, alors je ne sais pas si elle en rajoute, parce que bon, c'est là que ça, la vérité. Mais elle me dit à la fin, il y a un gros camion avec un canon. Et une fois, parce que c'est tous les jours, parce que les vaches, elle explique qu'il faut traire les vaches tous les jours, sinon les vaches, elles tombent malades. Surtout l'été, enfin, je vous passe les détails du nombre de litres de lait par vache, etc. Mais là, je suis devenu incollable. Ça sera un peu long. Ce sera un peu long, mais je suis devenu incollable. Et donc, tous les jours, donc, il y a cette escorte, vous voyez, c'est formidable. Et cette femme, après, elle va soigner les soldats, parce qu'il y a un hôpital dans un champ de pommiers, elle va aller soigner les soldats, vous voyez, ça devient une espèce d'égérie. C'est toutes ces histoires-là, vous voyez, qu'on raconte de gens qui n'ont pas parlé, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est de la neuropsycho-histoire, parce que le fait historique, il est évidemment important. Pour le Covid, on a un papier qui est accepté cette nuit sur ce sujet-là, dans European Journal of Traumatology, parce qu'on avait fait aussi une étude pendant le Covid. On en parlait un petit peu dans le numéro où tu avais participé de la revue de neuropsycho. Ça a été long à publier, mais on a un papier avec de la lexicométrie qui est accepté cette nuit. Hein, donc, vous pourrez le lire, parce que là, je ne vais pas détailler, parce que Anna Agnès va m'en vouloir. Je voudrais vraiment pas me fâcher avec Anna Agnès. Il y a d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont très intéressantes aussi.